À quoi nous sert l'Union africaine? Imaginez un continent où les morts se comptent par centaines de milliers, où des enfants fuient sous les balles, où des villages brûlent et où au milieu de tout ça, il y a une organisation qui est censée défendre ce continent, qui passe plus de temps à organiser des sommets qu'à sauver des vies. Ce soir, on ne va pas mettre les gants, on va enlever les filtres et être très clair. L'Union africaine est un danger pour les Africains. On ouvre un dossier sans anesthésie. L'Union africaine est devenue un problème qu'il faut ou qu'il faudra un jour ou l'autre avoir le courage de supprimer. Je vous explique ce qui se passe sur Penser le Monde. Pendant que 150 000 Soudanais meurent dans l'indifférence la plus totale, que l'Est de la RDC s'effondre dans des massacres depuis plus de 30 ans et que les coups d'État se succèdent comme, je ne sais pas, des saisons de pluie, une question écrase tout le reste. À quoi sert encore l'Union africaine? Quand on regarde honnêtement le bilan, on est obligé d'admettre une chose dérangeante. Cette organisation qui devait incarner l'unité et la dignité du continent est devenue un décor vide. Créée en 2002 pour remplacer l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, elle prétendait tourner la page des indépendances fragiles pour ouvrir une page d'une Afrique intégrée, capable de parler d'une seule voix. Nous voici plus de 20 ans plus tard. Et ce que l'on voit, c'est une succession de sommets, de résolutions, de photos officielles et une accumulation de catastrophes et d'échecs. Donc, rien n'a été réglé. Il faut le dire clairement, mais très fermement. L'Union africaine est devenue un théâtre de déclarations creuses. Une scène où les chefs d'État viennent prononcer des discours sur la paix, la démocratie, la justice, l'intégration, puis se tournent, ils rentrent dans leur palais faire exactement l'inverse de tout ce qu'ils viennent d'applaudir en séance plénière. Une institution qui n'arrive pas à appliquer ses propres textes, une institution qui n'arrive pas à se respecter elle-même, ne peut pas prétendre protéger qui que ce soit. Au moins, on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, l'Union africaine est un logo doré sur du vide. Une coquille institutionnelle qui donne l'illusion de la puissance, alors qu'elle n'a plus les dents ni même la colonne vertébrale. Et ce n'est pas seulement une question d'inefficacité technique. On parle ici de vies humaines, de continents entiers plongés dans des guerres, dans la misère, dans l'exil. Chaque fois que l'Union africaine rate une occasion d'intervenir, chaque fois qu'elle recule devant ses responsabilités, chaque fois qu'elle sacrifie ses principes pour épargner l'ego d'un dirigeant, ce sont des milliers d'Africains qui en payent le prix. On le voit actuellement au Soudan, en RDC, dans tous les drames qu'on a en Afrique. Et c'est à partir de cette réalité brutale que nous allons examiner ce qu'est devenu l'Union africaine. Non pas un bouclier pour les peuples, mais un parapluie pour les régimes. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Une institution absente quand les Africains se font massacrer. Prenons d'abord le cas du Soudan. Depuis 2023, le pays est déchiré par une guerre entre l'armée régulière et les forces paramilitaires financées par les gens du Qatar et globalement du Moyen-Orient, plus les Occidentaux. On parle de plus de 150 000 morts, des villes entières détruites, 13 millions de personnes arrachées à leur maison, des familles dispersées, des enfants affamés, des femmes violées, des enfants abusés, des villages rayés de la carte. L'ONU parle de la pire crise humanitaire mondiale. Et l'Union africaine dans tout ça, elle fait quoi? Quelques communiqués, quelques condamnations, voilà, des condamnations générales, génériques, quelques réunions et rien de concret. Pas de plan crédible, pas de médiation imposée, pas de pression réelle sur les belligérants. Comme si le drame soudanais se déroulait dans un film ou sur une autre planète. En République démocratique du Congo, le scandale dure depuis encore plus longtemps. L'Est du pays est devenu un laboratoire de l'horreur. Des dizaines de groupes armés en même temps et qui se battent tous en même temps. Des milices soutenues par des pays voisins. Des massacres réguliers. Des viols utilisés comme armes de guerre. Des millions de morts cumulés en 3 décennies. Des ressources pillées pendant que les populations survivent dans des camps de fortune. Là encore, l'Union africaine est là, sur papier, uniquement sur papier. Des missions d'observation, ça ils savent le faire. Des déclarations, des promesses d'appui, quelques réunions par-ci par-là sur la sécurité dans la région des Grands Lacs. Mais pas de rupture, pas de ligne rouge clairement posée, pas de stratégie continentale qui dit « ça suffit ». Au Cameroun, la crise anglophone est un autre élément révélateur de cette lâcheté institutionnelle. Depuis 2016,
des villages brûlés, des civils exécutés, des milliers de personnes qui sont obligées de fuir, des enfants se retrouvent au milieu d'un conflit qui n'est même pas officiellement reconnu comme tel. Et que fait l'Union africaine? Elle se cache derrière un vieux réflexe, non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Même quand il y a des crimes graves, documentés, même quand les populations appellent à l'aide, l'Union africaine préfère se taire plutôt que de froisser un gouvernement. Dans tous ces cas de figure, le scénario est le même. Silence, hésitation, fuite. Partout où le sang africain coule en quantité industrielle, l'Union africaine choisit l'inaction. Elle ne sert pas de garde-fou. Elle ne sert pas de bouclier, elle ne sert même pas de médiateur crédible. Elle se contente de constater les dégâts, comme si elle n'avait aucun levier pour pouvoir faire bouger les choses. Une organisation de ce genre, qui laisse mourir des peuples sans bouger, n'est pas neutre. Elle est complice par passivité. Une organisation incapable de respecter ses propres règles. Ce qui rend tout cela encore plus grave, c'est que l'Union africaine a elle-même adopté des textes très clairs sur ces sujets. Elle possède une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui prévoit des sanctions en cas par exemple de coup d'État, de violations graves de l'ordre constitutionnel, de la confiscation de pouvoir et j'en passe. Sur papier, tout est là, hein. Comme d'habitude. Sur papier, n'est-ce pas, nos pays sont construits. Donc, l'Union africaine a sur papier la suspension automatique, les pressions diplomatiques, les isolements de régimes putschistes, mais sur le terrain, c'est une farce, une blague, comme d'habitude. Regardez la série de coups d'État ces dernières années, Guinée, Gabon, par exemple. À chaque fois, l'Union africaine a improvisé. Suspension par-ci, condamnation verbale par-là, une médiation molle, des discussions qui n'aboutissent à rien. Puis progressivement, on s'habitue au fait accompli. On se remet à inviter les nouveaux maîtres, on discute avec eux, on normalise la situation. Aucun signal fort renvoyé, aucune peur du gendarme continental. Les putschistes ont compris le message. On peut renverser un pouvoir sans craindre des conséquences continentales sérieuses. On ne parle même pas des coups d'État constitutionnels qui entraînent parfois les coups d'État militaires. Les coups d'État constitutionnels, c'est pléthore versé. L'Union africaine de base est censée condamner ça, non? Ils ne font jamais. Donc, ces coups d'État constitutionnels entraînent des frustrations qui entraînent les coups d'État militaires. Tout ce schéma-là, parfaitement pensé, l'Union africaine est toujours là à observer. Oui, oui, nous avons documenté. Donc, comment une institution peut prétendre défendre la démocratie ou défendre qui que ce soit alors qu'elle ne sanctionne pas ceux qui détruisent toutes nos nations? Comment peut-elle se présenter comme garante de la stabilité alors qu'elle accepte que n'importe quel individu un peu frustré, un peu déterminé, que n'importe quel groupe d'officiers avec un peu de niaque puisse prendre un pays en otage sans craindre l'ombre d'un seul instant, une intervention régionale? Quand les règles ne s'appliquent pas, on ne peut plus dire que ce sont des règles. Ce sont des alibis peut-être, des décorations juridiques peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que c'est destiné à rassurer les plus naïfs. C'est tout. Le Burundi, l'exemple parfait d'une Union africaine aux ordres des dictateurs. Le cas du Burundi est sans doute l'un des plus révélateurs. En 2015, petit rappel historique, le pays est plongé dans une crise à cause du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, donc une violation de l'esprit, sinon de la lettre de l'accord de paix. Violation globalement de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Voilà les manifestations qui éclatent, non? La répression, elle est violente, comme d'habitude, toujours avec la complicité des forces de l'ordre. Le spectre d'une nouvelle guerre civile est en train de planer au Burundi. Pour une fois, le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine semblait réagir avec courage. C'est comme ça qu'ils adoptent le principe d'envoyer une force de protection, une mission africaine de prévention et de protection au Burundi. Mais très vite, les chefs d'État se rebellent. Les chefs d'État africains se rebellent contre leurs propres décisions. Lors du sommet suivant, ils ont enterré la mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, oui, ils ont peur qu'un jour on invoque le même mécanisme contre eux. Peur que l'Union africaine se donne réellement le droit d'entrer dans un pays pour protéger les populations contre un pouvoir en place qui détruit les populations. Le message, il est clair. Mieux vaut laisser les civils se faire écraser que de créer un précédent qui va obliger l'Union africaine à être cohérente dans l'avenir. À partir de là, tout s'explique. Les disparitions, la répression, le verrouillage du pays, l'effacement progressif des accords de paix d'Arusha. Derrière ce recul, il y a une vérité simple. L'Union africaine ne protège pas les peuples, elle protège les régimes. Quand les dirigeants africains doivent choisir entre sauver leur fauteuil ou alors sauver des vies, ils choisissent toujours leur fauteuil. Et l'Union africaine, construite pour être leur club de dirigeants, suit la même logique. C'est une organisation qui se met au service des intérêts de ceux qui gouvernent, même quand ces intérêts sont fondamentalement opposés à la survie de leur propre population.
Pour comprendre pourquoi est-ce que l'Union africaine est aussi lente et aussi inefficace, il faut revenir à sa structure. Elle a beaucoup hérité de l'OUA, conçue dans les années 60, à l'époque des luttes de libération et de la guerre froide. À ce moment-là, il fallait une structure très centralisée, dominée par les chefs d'État, pour pouvoir coordonner les positions diplomatiques, soutenir les mouvements de libération, ainsi que gérer globalement les dossiers sensibles. Mais ce modèle-là a été conservé tel quel, alors que le contexte, il a quand même changé. Aujourd'hui, l'Assemblée des chefs d'État concentre l'essentiel du pouvoir, mais elle ne se réunit qu'une seule fois par an. Le Parlement panafricain existe, mais il ne décide de rien. Ce n'est qu'une chambre d'éco-consultative. La Commission de l'Union africaine, censée être le moteur administratif et politique, doit constamment demander la permission de l'État pour agir, même sur des questions techniques. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rend des jugements, mais beaucoup de pays préfèrent ignorer sa compétence ou refuser d'appliquer ses décisions. C'est un système verrouillé par le haut, pensé pour que rien ne change sans l'accord des chefs d'État et souvent pour que rien ne change du tout. On va être plus simple comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de crise, il n'y a pas de chaîne de décision rapide. Les organes qui voient le danger n'ont pas les moyens d'agir. Ceux qui pourraient agir sont trop loin, occupés ou alors pas intéressés par le problème. L'Union africaine est une machine très lourde, très lente, paralysée. Ce n'est pas qu'elle ne voit pas les problèmes, on voit les problèmes. C'est qu'elle est structurellement incapable de les traiter à temps. Une architecture pensée pour les années 60 ne peut pas gérer les défis d'un continent avec 1,5 milliard d'habitants au XXIe siècle. C'est comme vouloir piloter un avion moderne avec un guidon de vélo. Un autre point central, c'est celui-là. L'argent. Une organisation est libre dans la mesure où elle contrôle ses ressources. Or, l'Union africaine, malgré toutes ses déclarations sur la souveraineté et blablabla, dépend massivement des financements extérieurs pour fonctionner réellement. Les États africains payent dans l'ensemble le budget dit de fonctionnement, donc les salaires, les bâtiments, la logistique interne et tout. Mais dès qu'il s'agit de programmes concrets, de missions de paix, de projets de développement, les grandes initiatives, en gros, la majorité des fonds viennent de l'extérieur, principalement de l'Union européenne ou alors d'autres partenaires occidentaux. Oui, je sais, c'est ridicule. Donc ça crée une situation absurde et dangereuse. Une organisation qui prétend défendre l'Afrique dans le rapport de force mondiale dépend financièrement de ceux-là même face à qui elle est censée défendre le continent. Donc moi, je dépends de mon ennemi pour pouvoir me défendre de mon ennemi. Qu'est-ce que c'est intelligent? Comment l'Union africaine peut-elle critiquer sérieusement les politiques migratoires européennes alors qu'elle reçoit les enveloppes pour gérer le flux? Comment peut-elle dénoncer les accords commerciaux inégaux quand une partie de ses activités dépend de l'argent de ses mêmes partenaires? Une structure financée par l'extérieur est de fait tenue par l'extérieur. Et pour aggraver les choses, il y a plusieurs États membres qui ne payent pas régulièrement leurs cotisations. Certains accumulent des années de dettes sans conséquences réelles. C'est un signe évident de manque de sérieux de nombreux gouvernements vis-à-vis de l'institution continentale qu'ils prétendent soutenir. On ne peut pas exiger la dignité et la souveraineté pour l'Afrique sur la scène internationale tout en laissant l'organisation censée représenter le continent mendier son budget à Bruxelles ou ailleurs. Là encore, l'hypocrisie est totale. Oui. Face à toutes les critiques que je viens d'énoncer, voilà les défenseurs de l'Union africaine qui nous répondent souvent non. Ils disent quoi? Mais il y a des réformes en cours. C'est vrai, sur papier. Depuis 2016, il y a un grand processus de réforme qui a été lancé, coordonné par le président rwandais Paul Kagame. Probablement une élite à suivre. Quelqu'un qui ne fait absolument pas partie du problème, par exemple, en RDC. Je dis ça, je dis rien. Donc, rapport, diagnostic, recommandations, conférences, tout a été passé en revue. Dépendance financière excessive, fragmentation institutionnelle, lenteur, manque de coordination avec les communautés économiques régionales, faiblesse dans la mise en œuvre, je dis bien, tout a été identifié avec une grande précision et une lucidité implacable. Mais entre identifier les problèmes et les résoudre, il y a un fossé que l'Union africaine n'a jamais franchi. Le chiffre qui résume tout ça, c'est celui-là. Entre 2021 et 2023, 93% des décisions de l'Assemblée n'ont pas été appliquées. Autrement dit, presque tout ce qui est décidé reste lettre morte. On adopte des textes, on applaudit, on pose sur la photo, puis on rentre chez soi et on fait comme si rien n'avait été signé. Même le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a fini par le reconnaître que cette frénésie de décisions non suivies d'effets
était dévastatrice pour la crédibilité africaine, s'il pensait encore en avoir une. Dès que moi me dit l'Union africaine a dit, je souffle, et je souffle fort. Une institution qui parle mais n'agit pas n'est pas une institution, c'est une illusion bureaucratique, c'est un théâtre de papier. Et derrière ce théâtre, il y a des conséquences très concrètes. Chaque décision non appliquée est un engagement trahi. C'est un pays en guerre qui reste sans solution. C'est une population abandonnée. C'est une promesse faite aux Africains, puis jetée à la poubelle par ceux qui l'ont prononcée eux-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de réformer l'Union africaine? Il y a déjà le fait que ceux qui impulsent l'Union africaine, ce ne sont pas des Africains, mais des Occidentaux. Vous voyez avec qui finance. Mais aussi parce que dès le départ, elle est née sur une fracture politique profonde. Dès 1963, lors de la création de l'OUA, il y a deux grandes tendances qui s'opposent. D'un côté, on a le groupe de Casablanca, avec des figures comme Nkrumah, qui voulait une union politique très forte, une sorte d'État uni d'Afrique, avec des institutions communes, une diplomatie commune, une défense commune, bref, les États-Unis d'Afrique dans leur entièreté. De l'autre côté, le groupe de Monrovia, qui tenait à la sacro-sainte souveraineté nationale, à l'indépendance, à chaque État, à une coordination minimale, sans véritables intégrations, à une idée défendue par l'Occident, en gros, pour continuer de séparer les pays et d'exploiter les gens qui se pensent différents. N'est-ce pas moi, Gabonais, je suis différent d'un Soudanais? N'est-ce pas moi, Congolais, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ne me concerne pas? C'était l'idée qu'il voulait donner. Cette contradiction n'a jamais été résolue. Elle est simplement passée d'une génération à l'autre, de dirigeants à d'autres dirigeants. C'est tout. Et maintenant, comme il y a eu le soutien de l'Occident, vous savez de quel bord ça a penché. Et aujourd'hui encore, l'Union africaine est paralysée. Tout le monde parle d'intégration, d'union, de panafricanisme. Mais dès qu'il faut céder un morceau de souveraineté sur la justice, sur la monnaie, sur la sécurité, sur le commerce, sur le mode de fonctionnement ou d'organisation, il y a les résistances qui explosent. Les présidents individuellement ne veulent pas. Même la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, qui devait faciliter de base le commerce intra-africain, avance très péniblement. On n'a même pas le droit de circuler dans le continent comme on veut. Chaque pays veut protéger son petit marché, ses petites taxes, ses petits intérêts à court terme. L'Union africaine est donc prise en otage par des contradictions héritées de la guerre froide et jamais réellement surmontées, par des gens qui dirigent mais qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. C'est une union qui n'a jamais assumé jusqu'au bout ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire une simple plateforme de coordination entre États ou une vraie construction politique capable de s'imposer comme un acteur global. Et tant que ce choix n'est pas fait, tout reste dans le flou, dans l'ambiguïté et dans la demi-mesure. Le plus ironique en fait dans cette histoire, c'est que l'OUA, souvent critiqué comme un club de dictateurs, a parfois montré plus de courage que lui actuellement. Prenons un exemple. Pendant la période de l'apartheid en Afrique du Sud, l'OUA a joué un rôle central dans la mobilisation contre ce régime. Elle a poussé à des boycotts, à des sanctions, à l'isolement diplomatique du régime raciste. Elle a soutenu les mouvements de libération armées. Elle a pesé sur les positions des Nations Unies. Elle avait, malgré tous ses défauts, une vision claire, finir le travail de la décolonisation. Aujourd'hui, l'Union africaine n'a rien d'équivalent, rien du tout. Face au changement climatique, alors que l'Afrique est en première ligne des dégâts, sa voix est inexistante. Face à la réforme du système financier international, alors que le continent est étranglé par la dette, elle ne pèse pas. Face au Conseil de sécurité de l'ONU, elle n'a pas obtenu de siège permanent, alors même que l'Union africaine représente 1,5 milliard d'êtres humains. L'Afrique est absente de la table où se prennent les décisions qui vont pourtant déterminer l'avenir de l'Afrique. Ça a un sens. Cette indisibilité n'est pas un accident. C'est le produit direct de tous les éléments que j'ai décrits. Une architecture obsolète, une dépendance financière, une dépendance décisionnelle, une incapacité à appliquer ses propres règles, des dirigeants qui sabotent la moindre tentative de renforcer la structure supernationale ou supranationale, on va dire ça comme ça. Bref, une union qui ne croit vraiment pas en elle-même. Juste un bourrage administratif. Si rien ne change, l'UA va tout simplement perdre ce qui lui reste de légitimité, s'il tentait qu'il en reste encore. Je ne sais pas si vous croyez à l'Union africaine, mais moi pas du tout, même pas une seule seconde. Comme je vous ai dit, non, dès qu'on me dit l'Union africaine a réussi à... Je souffle trop fort même. Dans ma tête, ça sonne seulement médiocrité, médiocrité, médiocrité. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Dans l'esprit de millions d'Africains,
L'UA est déjà perçue comme une machine lointaine, un technocratique, incapable de faire reculer la misère, la guerre et l'humiliation. Il faut donc le dire clairement. 93% de décisions non appliquées, ce n'est pas juste une mauvaise note dans un rapport interne. Ce sont des vies qui auraient pu être sauvées, des guerres qui auraient pu être stoppées, des coups d'État qui auraient pu être découragés, que ce soit constitutionnel en premier et militaire ensuite. L'Union africaine est une organisation qui permet aux élites de dire « nous avons une union ». Ça seulement quand ça les arrange, bien évidemment. Mais qui disparaît dès qu'il faut agir. Elle sert à organiser des sommets, à lire des discours, à signer des textes, à publier des communiqués, à payer des gens à ne rien faire. Mais pas à changer la réalité des peuples. C'est une vitrine pour le panafricanisme verbal. Pendant que le continent reste fragmenté, dépendant et vulnérable. Nous en sommes là. Il n'y a que deux options. La première, c'est la refondation totale. Pas de lifting, pas de petites réformes de procédure. Je parle d'une refondation profonde, radicale, assumée. Une nouvelle Union africaine indépendante financièrement, fondée sur des institutions élues, dotées de pouvoirs réels, capables de sanctionner, d'intervenir, de parler d'une seule voix au nom des peuples et pas seulement des régimes. La deuxième option, c'est la dissolution. Accepter que l'Union africaine actuelle est un échec historique majeur. L'effacer de l'histoire. Accepter que ce truc ne fait que consommer des ressources inutilement. Ça ne sert qu'à produire des illusions et à retarder les moments où quelque chose de sérieux pourrait se construire. Ce sera donc l'occasion de créer autre chose, une union volontaire entre pays qui sont prêts à avancer vraiment, qui acceptent de mettre sur la table une partie de leurs compétences, qui veulent réellement construire une puissance politique militaire africaine au lieu de faire semblant. Une union qui va même organiser l'économie du continent, organiser les politiques, la défense du continent. Un peu comme ce qu'est en train de vouloir créer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Tout le reste là, les demi-réformes, les plans quinquennaux, les grandes déclarations, ce n'est qu'une perte de temps. Chaque année de perdu, ce sont des milliers d'Africains qui payent le retard avec leur vie, leur exil, leur misère. L'Union africaine n'est pas seulement inutile, c'est pire que ça. Elle coûte la vie des Africains. Et si elle ne change pas rapidement, on doit la faire disparaître. On ne garde pas une maison en feu qui brûle tous ceux qui sont à l'intérieur sous prétexte qu'on a construit la maison. Non. On détruit, on rase, on éteint le feu et on recommence. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet Post pour répondre au quiz de la journée et on se retrouve une prochaine fois. Dibaye, dibayo, kuraingite, yo dibaye, oh abayi, oh yanda mabaya.